Alors, je vais essayer avec cette communication de faire une lecture freudo-marxiste de certaines œuvres de la littérature algérienne contemporaine, et notamment Nejma de Kateb Yassine, publié en 1956, et La nuit de la lézarde de Malika Mokedem, publié en 1998. Alors, disons que je vais... alors, cette présentation, cette communication est divisée en deux parties. La première partie est dédiée aux méthodologies, disons, de critique littéraire que j'applique par la suite dans la deuxième partie à ces deux œuvres dont je vous ai à peine parlé. Et je vais essayer pour justement des questions de temps, je vais essayer d'aller très vite sur la partie méthodologique, mais s'il y a des aspects qui justement ne seront pas clairs, on pourrait éventuellement en discuter dans un second temps. Et puis, je vais essayer de dédier un peu de temps à l'analyse de ces deux œuvres. Alors, du coup, je passe toute cette partie-ci et j'arrive à la première méthodologie que j'ai adoptée justement pour l'analyse de ces deux œuvres littéraires. C'est la méthodologie qui est proposée par Frederick Jameson. Et Frederick Jameson, c'est un critique littéraire américain qui est connu justement pour avoir publié cet ouvrage qui s'appelle The Political Unconscious, Narrative as a Socialist Symbolic Act. Et d'une façon très simple, Frederick Jameson nous dit que la littérature, ou en tout cas l'art en général, mais la littérature en particulier, doivent être lus comme des symptômes de l'histoire. C'est dit que l'art ou la littérature sont des tentatives de la part des êtres humains de résoudre certaines tensions qui se créent au niveau de la société. Et de ce point de vue-là, selon Jameson, face au texte littéraire, l'interprétation doit être toujours considérée comme un acte. En fait, l'œuvre en soi doit être considérée comme un acte symbolique. Et donc, son interprétation doit inclure toujours cette dimension symbolique. Et alors, justement, Frederick Jameson part d'une hypothèse marxiste selon laquelle les œuvres littéraires naissent souvent de certaines situations sociales, de certaines situations historiques. Il nous donne des critères justement pour pouvoir circonscrire l'œuvre dans son contexte historique, et surtout, il nous conseille de always historicize, toujours historiciser le texte littéraire avant de l'analyser. Et ça, c'est une partie de la méthodologie que j'ai voulu justement adopter pour étudier la question du syndrome algérien dans la littérature justement algérienne. Et cela nous amène à la deuxième partie de la méthodologie, qui est justement la partie dédiée à un critique cette fois-ci littéraire, cette fois-ci italien, du nom de Francesco Orlando. Et Francesco Orlando, il est connu justement pour avoir fait un travail très important dans cet ouvrage publié en 1973 appelé Per una teoria della letteratura freudiana, pour une théorie de la littérature freudienne. Et dans cet ouvrage, Francesco Orlando justement fait une articulation entre, par exemple, la psychanalyse telle que théorisée par Freud et Jacques Lacan, et puis la linguistique telle que théorisée par Ferdinand de Saussure-Yemslev et Jacobson, et puis les théories de la littérature. Et sur ces trois catégories, je passe très rapidement, mais si nécessaire, on pourrait éventuellement y retourner. Justement, dans son ouvrage, Francesco Orlando part de l'hypothèse de Freud qui est de dire que l'inconscient, c'est un langage qui n'est connaissable qu'à travers des mécanismes, par exemple, comme le rêve, le lapsus, le symptôme névrotique ou le mot d'esprit. Et Orlando établit en quelque sorte un parallèle entre justement les mécanismes d'expression du contenu inconscient et la façon dont les artistes et les littéraires en particulier utilisent la rhétorique littéraire pour justement exprimer leur désir. Et de ce point de vue-là, dans un ouvrage publié en 2018 par Roberto Talamo,
justement, Roberto Talamo reprend l'hypothèse de Francesco Orlando et nous parle par exemple de sintassi della distorsione, c'est-à-dire une syntaxe du détournement. C'est dit que l'inconscient utilise cette syntaxe et la littérature utilise le même mécanisme. Et Orlando nous dit par exemple que alors, l'hypothèse est toujours l'hypothèse de Freud qui est de dire que l'histoire de l'évolution de la civilisation humaine est une histoire est une dialectique constante entre la répression et le réprimé. Et cette dialectique entre répression et réprimé s'exprime, nous dit Orlando, en littérature, justement à travers ce qu'il appelle la formation du compromis. Et cette formation, justement, du compromis permet aux réprimés ou aux refoulés, si on veut, de s'exprimer sans toutefois être bloqué, justement, par les mailles de la répression. Et de ce point de vue-là, Francesco Orlando nous dit, par exemple, que la figura è il perpetuo tributo reso all'inconscio dal linguaggio dell'io cosciente e letteratura è, secondo una definizione per così dire aperta a qualunque linguaggio verbale dell'io cosciente, scritto ed orale, che renda in misura elevata o elevatissima all'inconscio il tributo rappresentato dalla figura. Du coup, je vous fais une traduction littérale, disons en français, qui est la figure est le perpétuel tribut rendu à l'inconscient par le langage du moi conscient. Et la littérature est, selon une définition, pour ainsi dire, ouverte, tout langage verbal du moi conscient, écrit ou oral, qui rendent à un degré élevé ou très élevé à l'inconscient le tribut représenté par la figure. Alors, ce que Orlando essaie de nous dire ici, là, c'est que dans la littérature, les figures de style et la rhétorique sont des mécanismes, justement, qui permettent d'exprimer des choses tout en les cachant. Alors, et je vais aller encore plus vite dans cette partie où Orlando nous parle par exemple du retour du réprimé formel. Selon Orlando, dans le texte, dans la rhétorique, disons, littéraire, l'aspect important de la littérature, c'est, oui, en un sens, c'est le contenu sémantique de la littérature, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qu'il appelle la sostanza dell'espressione, la substance de l'expression, ou ce que Roberto Talamo appelle momento formale, ou l'altezza testuale. Alors tout ça là, toutes ces expressions, ce sont des tentatives justement pour décrire le fait que en fait, pour décrire ce que Francesco Orlando appelle la prédominance du signifiant verbal sur le signifié. Et Francesco Orlando cite par exemple Mallarmé et nous dit « I versi non si fanno con le idee ma con le parole ». Les vers en poésie ne se construisent pas avec les mots, mais ne se construisent pas avec les idées, mais avec les mots. Alors... Et puis, justement, Francesco Orlando établit aussi un parallèle entre le mécanisme, le fonctionnement, par exemple, du mot d'esprit et le fonctionnement du discours littéraire. Et nous dit, par exemple, que alors, dans le modeste mot d'esprit, comme dans le roman ou dans le poème, entre toujours et inévitablement en scène le retour du réprimé, du désir condamné, nié, frustré, empêché, fût-ce pour des raisons les plus nobles qui soient, nous dit Francesco Orlando. Eh bien, ça, c'est ce qui, justement, concerne l'aspect formel de la littérature. Orlando nous parle aussi de l'aspect du retour idéologique en littérature, qui est un aspect qui touche, disons, plus la dimension du contenu du texte. Et de ce point de vue, alors, je pense qu'on a un petit problème là. Alors, et de ce point de vue, Francesco Orlando nous parle de funzione destinatario, de la fonction destinataire, qui est une fonction inclue et prévue par le texte. Alors, il nous explique que, indépendamment du point de vue du lecteur ou de son idéologie, cette fonction doit être toujours prise en considération, sous peine justement de ne pas comprendre ou apprécier le texte littéraire en tant que tel. Du coup, cette fonction est prévue dans la littérature et dans le texte littéraire. Et cette fonction justement destinataire nous permet par la suite d'établir ce qu'il appelle la dynamique entre la répression et le réprimé. C'est que si la répression occupe tout le territoire ou tout le discours du texte, alors à ce niveau,
Et au niveau justement de la fonction destinataire, on va parler justement d'une situation A où le réprimé est inconscient. Et par contre, si à un moment donné, le réprimé, ou en tout cas les personnes qui subissent la répression, ils commencent à repousser les limites de la répression, eh bien, on passe par exemple à la situation B, qui est l'étape où le retour du réprimé commence à être conscient mais pas accepté, ou à la situation C, où ce retour du réprimé peut être accepté mais pas préconisé par la personne qui justement l'a subi ou la vit. Et pour conclure justement sur l'aspect méthodologique concernant Francesco Orlando, je dis tout simplement que Orlando, par exemple, met un bémol très important dans son ouvrage quant à ce qu'il voit comme un écueil dans lequel beaucoup d'analystes et de critiques littéraires tombent très souvent, c'est le biographisme ou ce qu'il appelle le pathographisme. C'est le fait justement de lier dans les œuvres littéraires la biographie, par exemple, de son auteur. Orlando nous établit une différence nette entre ce qu'il appelle le discours de l'auteur et le discours de l'œuvre, qui sont deux discours complètement différents. Et de ce point de vue-là, il nous invite à... alors, il nous dit, Francesco Orlando nous dit par exemple que le critique littéraire doit et peut faire recours à Freud pour prélever de son œuvre non pas une psychologie correcte de l'auteur, du public ou du personnage, mais des modèles concernant la cohérence d'un langage qui, par hypothèse, a quelque chose en commun avec le langage du moi, avec le langage de l'inconscient. Alors, et comme le disait Madame Somovigo, la littérature algérienne, c'est un champ sur lequel j'ai commencé à travailler justement depuis récemment. Et vu que j'ai, en fait, pour ne pas faire quelque chose de complètement sans sens, je me suis dit qu'il fallait établir justement une intermédiation entre la partie méthodologique et la partie justement de l'application de cette méthodologie au texte de la littérature algérienne. Et cette intermédiation est assurée, en tout cas ici-là, par Frantz Fanon. Et j'ai notamment fait recours à l'œuvre de Frantz Fanon publiée en 1952, Peau noire, masque blanc, essai dans lequel Frantz Fanon opère justement une analyse critique de deux œuvres littéraires, l'un de Mayotte Capécia, Je suis martiniquaise, et l'autre de René Maran, Un homme pareil aux autres, publiés respectivement en 48 et 47. Et du coup, Fanon a été, disons, une espèce de boussole dans cette analyse. Et puis, j'ai constaté que Karima Lazzali a publié justement un ouvrage en 2018 qui s'appelle Trauma colonial, enquête sur les effets psychiques et politiques de la répression coloniale en Algérie. Et Karima Lazzali fait un constat qui, selon moi, reprend parfaitement et résume parfaitement la méthodologie de Jameson. Elle dit par exemple que l'écriture, c'est dans la littérature algérienne de surface de passage pour les langages censurés et les rêves confisqués. Il est donc question de faire vivre dans l'écriture une altérité refusée ailleurs par le politique. Alors pour cela, les écrivains algériens usent avec subtilité de l'art du détournement. Ils inventent un maniement de la langue qui est subterfuge. Elle résume parfaitement la méthodologie d'Orlando et elle va jusqu'à qualifier la littérature algérienne de littérature de contrebande et explique par exemple que justement dans un milieu, dans une société où il y a répression, les personnes trouvent des moyens pour faire passer justement dans les mailles de la répression, entre les mailles de la répression, ce qui normalement ne doit pas passer. Alors, voyons maintenant comment tout cela, et je vais là aussi aller très vite parce que je me rends compte que j'ai pris apparemment beaucoup de temps. Alors, par exemple, commençons avec Nejma de Kateb Yassine. Alors, et puis là, pour le coup, je fais une contextualisation jamesonienne de l'œuvre de Nejma. Alors, l'œuvre, même si cette œuvre est publiée en 1956, on sait par exemple que l'essentiel de l'ouvrage, du roman, a été écrit quelques années auparavant. Et de ce point de vue, par exemple, Kada, dans un article publié en 2009, nous dit que étudier la représentation de l'histoire dans Nejma revient alors à mettre en exergue du creux
car ce qui affleure dénonce invariablement ce qui est absent, perdu ou dissimulé. Histoire striée de hiatus, de moments d'amnésie, de discontinuité historique, de cordes tranchées de la généalogie. Eh bien, là aussi, je passe très vite. On sait que Nedjma naît dans un contexte de tension politique et un contexte justement de guerre de libération où le peuple algérien conteste justement le pouvoir colonial. Alors, et comment donc se manifeste le retour du refoulé dans le texte de Kateb Yassine. Alors, le premier constat, par exemple, que je fais, vu que c'était justement la première fois que j'avais affaire à ce texte, c'est que le texte, justement, semble être un rêve transcrit sur des pages, en fait. Et puis, on constate aussi une correspondance frappante entre la structure ou l'absence de structure de l'œuvre et la conscience politique et culturelle algérienne des années 40 et 50. Et puis, le retour du refoulé s'exprime aussi, je pense, dans le texte à travers, justement, l'utilisation de ce que Orlando appellerait la figure. Ou justement la métaphore. Et comment tout cela se passe. Par exemple, en lisant le texte, j'ai eu l'impression que Kateb Yassine use de façon très, très magistrale des procédés qui semblent répliquer les trois opérations oniriques de Freud, par exemple, comme la condensation. Par exemple, Kateb Yassine fusionne l'image de la femme, l'image de la nation, l'histoire et l'identité algérienne dans un même élément narratif. Et cet élément, c'est justement l'héroïne Nedjma. On sait par exemple aussi que le déplacement... alors, je constate aussi qu'il utilise des mécanismes qui semblent répliquer le déplacement chez Freud, qui est justement, dans le texte, le fait que le désir d'émancipation du peuple algérien est exprimé à travers la passion amoureuse à l'égard de l'héroïne Nedjma. Et puis, l'autre aspect du retour du refoulé dans le texte, c'est que la narration est une narration qui n'est pas linéaire et qui rompt avec, en quelque sorte avec le schéma classique, le schéma du roman classique. Et par exemple, les éditeurs de la première édition de 1956 préparent par exemple le lecteur dès son entrée dans l'univers de Nedjma et disent que dans le texte, on ne pourra donc suivre ici le déroulement de l'histoire, mais son enroulement. Et ce qui semble justement être une sorte de rébellion de la part, par exemple, de Kateb Yassine contre le pouvoir colonial. Et de ce point de vue, je constate, par exemple, que le dispositif romanesque classique, comme le pouvoir colonial, est irrémédiablement remis en cause. Et Nedjma fait souffler un puissant air de dissidence qui fait imploser ce dispositif. Alors, et passons maintenant très vite pour conclure à la décennie noire et à la nuit de la lézarde. La décennie noire, nous, plus ou moins, nous la connaissons. C'est une décennie de guerre, une guerre qui souvent a été qualifiée de nameless war, une guerre sans nom, mais guerre au nom de laquelle justement des écrivaines comme Malika Mokedem, Leila Aslaoui et Assia Djebar ont décidé que women's experience of the conflict will not be undocumented for future generations. Et de ce point de vue, le texte de Malika Mokedem, La nuit de la lézarde, est très éloquent dans le sens où nous savons que durant la décennie noire, il y a eu non seulement répression et des massacres fratricides, mais il y a eu aussi une espèce de chape de plomb qui a été ensuite imposée sur ce massacre, demandant en fait, évitant de toucher justement la question de la mémoire. Et puis nous savons aussi que c'est une décennie durant laquelle les droits, par exemple, des femmes ont été brutalement, violés et ainsi de suite. Et de ce point de vue, par exemple, Laura Restuccia, qui est justement ma directrice de thèse, avait publié en 2004 un ouvrage très important sur cette question, même si justement l'ouvrage a été dédié de façon particulière à Assia Djebar. Et l'ouvrage s'appelle « Parole dal silenzio », les mots du silence ou les paroles issues du silence, dans lequel justement Laura Restuccia, parlant d'Assia Djebar, nous dit qu'elle ne parvient plus à garder le silence. Comment se fait-il
se demande Assia Djebar que ses propres frères, que ce soit ses propres frères qui aient fini par intérioriser la brutale violence des colons. Et dans ce contexte-là dans ce contexte va naître une écriture d'urgence qui justement transforme le champ littéraire en un champ, par exemple, de témoignage surtout au féminin, un champ où justement en fait, ce témoignage féminin s'érige contre l'idéologie du moment et cherche à constituer la mémoire de la décennie noire. Et sur cet aspect, Laura Restuccia nous dit, par exemple, que le non-dit de l'histoire officielle pose une urgence qui ne peut pas être différée. Il faut retracer l'histoire en s'engageant à intégrer dans l'histoire officielle l'histoire qui a été passée sous silence à travers le recours à la mémoire collective. Une mémoire certes douloureuse mais nécessaire qui réclame un regard rétrospectif sur un passé récent mais désormais appesanti par le mutisme, le silence et la censure. Alors, voyons très brièvement comment... Alors, disons que sur le roman de Malika Mokedem, j'ai voulu me concentrer plus sur l'aspect du retour du réprimé idéologique. Et j'ai, pour l'instant, laissé d'écouter l'aspect formel. Alors, dans une société comme celle des années 90 en Algérie, où on demande à la femme justement d'être soumise et d'appartenir par exemple à une famille, à un clan ou à un mari, eh bien, dans ce contexte-là, le retour... Malika Mokedem choisit par exemple de faire de son personnage un personnage, disons, libre, insolent et insoumis. Et dans l'œuvre de Malika Mokedem, on peut lire par exemple ce qui suit, et c'est le personnage principal, l'héroïne Nour, qui parle. Alors, je n'ai ni l'envie, ni le courage d'affronter encore une fois un nouveau bourg, de mettre encore une fois des années à me faire accepter comme je suis, une femme seule, obligée de cacher ses amants. Et puis, je constatais aussi que, justement, ce retour du refoulé ou du réprimé dans l'œuvre de Malika Mokedem avait une sorte de progression, une sorte d'évolution, dans le sens où, au début, l'héroïne semble hésiter, en fait, dans son opposition à l'oppression, disons, patriarcale. Et puis, à un moment donné, elle prend sa décision, et commence justement à vivre justement sa dissidence contre le pouvoir patriarcal. Et de ce point de vue-là, on a un passage de la situation B chez Orlando à la situation C. Et lisons tout simplement pour conclure ce que Orlando dit de la situation C. En fait, ce que j'ai pu relever de l'œuvre à partir de cette observation, la narratrice nous dit par exemple, on l'appelait l'étrangère, on l'a qualifiée de rebelle, de singulière. Nour avait fini par s'installer dans ce statut de femme réfractaire comme dans une identité enfin reconnue et pacifiée. Nour ne perdait jamais l'idée que cet isolement était la rançon de sa vie affranchie. Et de ce point de vue, juste une réflexion, parce que ce travail, ce n'est pas un travail fini, c'est un travail qui est en cours. Et justement, une réflexion avec laquelle j'aimerais vous laisser, c'est la suivante. Si Nedjma, publié en 1956, est le reflet de l'identité algérienne dans la phase finale de l'époque coloniale, et si La Nuit de la Lézarde, publié en 1998, est un acte de résistance contre l'effacement de la mémoire de la décennie noire et contre l'oppression patriarcale, alors le retour du syndrome algérien ne serait-il pas, d'un point de vue orlandien, le retour du réprimé d'un passé qui ne passe pas?